bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous propose de faire un petit bilan en utilisant le Mid-Year Freakout Book Tag. Donc en gros, pour résumer, on est à la moitié de l'année et avec 11 catégories, on va vous donner les livres qu'on a lus ou qu'on va lire au cours de l'année. Allez, let's go, C'est parce parti. qu'on a beaucoup de choses à vous présenter. Oui. Alors, la première catégorie, c'est vous parler de nos meilleures lectures, qui ne sont pas des suites de séries. Le choix a été difficile, mais j'ai quand même réussi à en sélectionner une seule. Je Bravo. suis fière de moi. Pour ma part, je pense que c'est Kéléana de Sarah J. Maas chez La Martinière. Fiction, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le préquel cette année. Et je m'apprête à lire le tome 3. Voilà. Et puis on attend au fur et à mesure tous les tomes pour aller jusqu'au tome 7 qui paraît en fin d'année. J'ai un énorme coup de cœur pour cette nouvelle saga de Sarah J. Maas. Voilà, j'ai adoré ACOTAR, j'ai beaucoup aimé aussi le tome 1 de Crescent City. Et Kéléana, c'est encore autre chose. Et vraiment, ça parle... Enfin, cette saga est faite pour moi. D'ailleurs, Anne-Charlotte me l'avait vivement recommandée en me disant que ça allait vraiment me plaire. Et elle avait raison. En plus, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Parce que ça commence qu'au moment du tome 3. Mais déjà, les 3 premiers tomes que j'ai lus, j'ai adoré. Pour vous faire un très rapide résumé, on suit Kéléana, qui est une assassineuse qui a, je crois, 18 ans au début du tome 1. Et qui est en prison, elle fait des travaux forcés, elle est en train de se tuer à travailler, quoi. Elle a été emprisonnée, on ne sait pas trop comment est-ce qu'elle a atterri là. Et elle est récupérée par le prince pour pouvoir participer à un tournoi pour sélectionner le champion du roi. Et donc elle se retrouve emmenée dans le palais et à devoir passer des épreuves. Et si elle gagne, elle devient championne. Voilà, c'est vraiment qu'un point de départ et que une micro-partie de toute l'histoire. Évidemment, ça va beaucoup plus loin. Et vraiment, Kéléana est le personnage fort de la saga. Et c'est, voilà, elle est géniale. Elle tient toute la saga. Elle a un côté hyper badass. Mais encore plus que d'habitude par rapport aux héroïnes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant. Donc, lisez Kéléana si ce n'est pas fait. Alors, de mon côté, j'ai pas réussi à choisir entre deux. Impossible. Celui-ci, vous l'avez déjà vu sur la chaîne si vous avez regardé d'autres vidéos. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, paru aux éditions de Saxus. Et c'est une fantasy plutôt young adulte. Il n'y a pas de scène explicite du tout. Ça se passe dans un orphelinat un peu particulier avec des enfants qui sont considérés comme des monstres. Et notre héros qui a la quarantaine, à 40 ans. Linus Baker, qui va arriver dans cet orphelinat et qui va voir tous ses préjugés être démonté. Il va faire la connaissance de tous ces enfants, tous plus attachants les uns que les autres, et surtout du directeur, charmant. Voilà, et ça part là-dessus. C'est une histoire qui traite de la différence, qui a une vision de l'humain qui est absolument incroyable, qui est empreinte de bienveillance, bref, un bonbon, une pépite, que je ne peux que vous recommander. En plus, l'ouvrage est magnifique. Donc foncez. Et le deuxième que je veux vous présenter aussi, et je vous en reparlerai un petit peu dans cette vidéo un peu plus tard dans une autre catégorie aussi, c'est Plein Ciel de Siècle Vaillant, qui est paru aux éditions Big Bang cette année, qui est encore une fois magnifique avec 3 petits rubans, parce que cette fois c'est encore une fois de la fantasy young adulte. C'est un one shot cette fois, et c'est un univers hyper original qui est basé sur l'univers de l'opéra. Et donc on suit Ivoire, qui est une albinos qui vit dans un monde où tout le monde est noir. Elle est fille d'une famille assez riche, d'une certaine caste, parce qu'il y a le monde est régi en caste selon le pouvoir qu'on possède. Sauf que elle ne possède pas le même pouvoir que toute sa famille, donc elle est un peu voilà, en dessous de tout le monde, quoi. Et donc elle a été un peu rejetée. Et un jour, elle va se voir proposer une place au sein de l'opéra, donc qui régit l'univers. Je décris très très mal cette histoire, mais vraiment c'est incroyable. Et ça va chambouler un petit peu tout son monde, toutes ses croyances, voilà. Elle va rencontrer plein de personnes, et bref. Et ça part sur une histoire hyper riche. Au début, il faut vraiment s'accrocher pour rentrer dans l'univers, mais vraiment, une fois qu'on y est, c'est incroyable.
Les personnages sont dingues. La plume est d'une poésie et d'une richesse. Vraiment, je suis tombée en amour dès les premières pages, je pense. Énorme coup de cœur pour ce tome-là. Et je peux que vous le recommander du coup. Et en plus, c'est un one-shot. Et en plus, c'est un one-shot, tout à fait. Donc, foncez, vous l'aurez fini en 600 pages. Mais ça se lit tout seul. Au début, il faut un peu s'accrocher, mais après, une fois passé la moitié, vraiment, ça se lit tout seul. Alors, deuxième catégorie, c'était les meilleures suites de séries. Alors, pour faire mon choix, j'ai décidé de ne pas mettre de séries que j'avais commencé cette année, parce que sinon, la liste était interminable, parce que j'ai lu beaucoup de séries entières, en fait. Je me suis tenue à mon truc de commencer une série et la finir. Mais il y en a une en particulier que j'avais commencé l'année dernière et que j'en ai déjà parlé 15 000 fois, c'est ACOTAR. Voilà, cette année j'ai lu le tome, je sais plus, je crois que j'ai lu le tome 3, le 3,5 et le 4. Et vraiment c'était... Le 4 est là. Le 4 est là, bon bref quoi. C'était un énorme coup de cœur. Pas du tout déçue par la suite, voilà, parce que parfois ça peut descendre, ça peut... Là, pas du tout. Chaque tome est génial. Voilà, j'en reparle pas plus que ça, parce que je pense que c'est pas la peine, on en a déjà beaucoup parlé. Mais vraiment, c'est une très très belle découverte. Du coup, ça fait 2 Sarah J. Maas dans les 2 premières catégories. Et ben moi, encore une fois, j'ai pas réussi à me choisir, puis j'avais pas cette règle de série pas démarrée. Donc, bon, celle-ci, ça va aller vite. Hein. Je vous ai rabâché les oreilles avec Divine Rivals l'année dernière, qui a été une de ma meilleure lecture de l'année 2023. Et ben, j'ai lu le tome 2 et donc le dernier tome de cette duologie en tout début d'année, en janvier. Et c'était un énorme coup de cœur aussi. Donc, voilà. Il sort à la fin de l'année. Oui, en français. Tout à fait. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec. Ouais. Et vraiment, cette duologie restera à jamais dans mon cœur. J'ai hésité à mettre le tome 1 en lecture préférée de l'année. Franchement, j'ai hésité. Il est vraiment cool. Et du coup, juste pour vous dire, ce deuxième tome, on va beaucoup plus découvrir l'univers, donc le côté fantasy, magie. Elle arrive à retourner l'histoire des lettres pour, encore une fois, apporter l'épistolaire qu'on aimait dans le tome 1. Ça, j'ai trouvé ça très très bien joué. Et puis les personnages sont toujours aussi attachants, aussi poignants, aussi leur amour. Leur fidélité. Et puis on découvre un petit peu plus aussi la famille, les personnages secondaires autour, bref. Et puis il y a eu une image de la déesse qui moi m'a particulièrement touchée et parlé, donc voilà, gros coup de cœur encore une fois. Et puis j'ai découvert, alors oui c'est une saga que j'ai démarrée et mise à jour avec cette suite en une semaine, tout va bien, et c'est Iron Flame de Rebecca Yarros, donc la suite de Fourth Wing, qui est une grosse bébête écrite en tout petit. Il faut une loupe pour le lire, hein, clairement. Ils ont un petit peu abusé là-dessus. Ouais. Mais écoutez, j'ai enchaîné ces 2 tomes en une semaine parce que j'étais covidée et que je voulais une lecture addictive. Bah ça l'a été. C'était sûr. C'était, voilà. C'était parfait. La fin de celui-ci m'a complètement anéantie, littéralement. Pendant une journée, il a fallu que je me répète en boucle. Ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une histoire. Mais aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je suis un peu redescendue, un peu recalmée. Même si j'ai hâte d'avoir la suite. Et vraiment incroyable, quoi. C'est un univers hyper riche. Des dragons, beaucoup d'amour. beaucoup. Ça reste une romantaisie. Des scènes explicites, oui, il y en a. Ça, c'est clairement pas pour des ados. Je comprends même pas qu'on le mette dans des rayons jeunesse, mais je suis pas libraire. Rebecca Yarros gère extrêmement bien le rythme du récit. On est en haleine tout le temps, c'est épique en fait. On le voit en saga comme à la Game of Thrones ou ce genre de choses. Il y a plein de personnages intéressants, elle pose plein de billes au fur et à mesure, et puis elle nous révèle certaines choses, et puis elle en garde encore sous le coude pour les 3 prochains tomes.
Oui, 3, je trouve que c'est trop vu la fin de celui-ci. Mais bon, bref, je vais m'arrêter là. C'est une excellente saga et je ne peux que vous la recommander. Et lisez Iron Flame parce que comme ça on pourra en discuter. N'est-ce pas Claire? Oui. Alors justement, la troisième catégorie, c'était les nouveautés qu'on a hâte de lire. Et moi, il y avait Iron Flame dedans, évidemment. Puisque j'ai lu Force Wing en février quand il est sorti, mais je me suis pas encore lancée dans Iron Flame, mais j'attends d'avoir le moment parfait. Et là, c'est pas le moment parfait. il faut avoir l'esprit un peu libre. Mais sinon, celui surtout que j'ai hâte de lire aussi, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault chez Hachette. Le troisième livre de Clara Hérault, j'ai aucun doute sur le fait que ça va me plaire. J'attends d'être en bord de mer pour le lire. Voilà, histoire d'être dans une ambiance idéale. Donc j'ai déjà planifié ma lecture, ça sera le week-end du 20 juillet puisque je suis en Bretagne. Donc voilà, c'est planifié et vraiment bon, voilà, je crois que ça va être encore une fois hyper poignant et puis ça va me secouer. Enfin bref, comme d'habitude avec Clara Hérault, enfin si vous avez lu Nos plus belles années, vous voyez très bien de quoi je parle. Puisque là cette fois on est à Anglette, donc dans le sud de la France, sud-ouest. Et on suit deux sœurs, Léna et Phoebe, et elles rentrent pour les vacances et c'est le temps d'un été, des basculements, des révélations, des questionnements, etc. Donc plein de sujets qui sont abordés, je les connais pas encore tous, mais je me laisse porter, donc voilà, je vais pas chercher à en savoir énormément. J'avais rencontré Clara Hérault à la librairie de Paris le jour de la sortie, puisqu'elle faisait son lancement là-bas, donc j'ai pu faire dédicacer mon exemplaire et puis on a assisté à un petit questions-réponses avec un libraire, donc j'ai déjà une petite vision de ce qui va se passer quand même dans le livre. Trop chouette d'avoir ça dans la bibliothèque. Et de mon côté, bah, c'est une sortie pas si récente que ça, mais qui traîne dans ma bibliothèque, que j'ai hâte de prendre, mais je sais pas pourquoi, elle est toujours dans ma bibliothèque. C'est L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, donc le 3e tome du Pont des Tempêtes. Si vous vous souvenez, le Pont des Tempêtes, ça faisait partie de mes meilleures, lectures de 2023. Et ben là, je sais que Claire l'a lu celui-ci. Et j'ai hâte. Je pense que ce qui me fait ne pas le prendre depuis que je l'ai, c'est que ça va suivre de nouveaux personnages. Et même si ça m'intrigue beaucoup, voilà. Du coup, j'ai moins l'accroche tout de suite. Mais il me fait très envie quand même. En plus, il est très beau. Il est très beau. Et une fois qu'on a lu le livre, on comprend tout le choix graphique, de tout, même du gespage, il est hyper logique, enfin c'est hyper intelligent de la part de Brajlon. Trop hâte. Puis cette très belle. Ouais. Pareil, qui a vraiment un sens. Voilà, donc il va falloir s'y plonger et je pense que je le prendrai cet été. Le Pont des Tempêtes, c'est un univers quand même très estival. Oui, c'est vrai. Et puis celui-là, c'est vrai qu'il est encore une fois dans un univers très été. Moins que oui, que j'ai lu en plein hiver, tout va bien. On n'est pas tout à fait dans le désert non plus, mais bon. Alors la prochaine catégorie, c'est la sortie qu'on attend le plus en cette fin d'année. Alors, j'ai eu énormément de mal parce que tous les livres qui m'intéressent sortent en 2025. C'est faux, je suis sûre que tu attends autant que moi le Mémoire de la forêt, tome 4. Oui, c'est vrai, il y a le Mémoire de la forêt. Ah. Mais non, mais d'un côté, ça veut dire que c'est la fin. Oui. Mais on l'attend quand même beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais sinon, bizarrement, je me suis mise à attendre alors qu'on est en plein été. Zéro logique. C'est peut-être parce que pour le boulot, j'ai lu une romance de Noël. Ça m'a mis dans l'ambiance malgré tout. Il y a le tome 2 de Cozy Christmas Mystery qui a été annoncé par La Bête Noire. Si on retrouve la couve, on pourra peut-être vous la mettre là. Et je sais pas, en fait, c'était pas une lecture coup de cœur. Parce que je l'ai lu à Noël dernier, celui-ci. Mais j'avais passé un bon moment et puis je pensais que c'était un one shot alors que pas du tout. Et donc j'ai eu une énorme frustration romantique, voilà, parce qu'il y a une enquête, l'enquête est réglée, mais pas du tout le côté amoureux de la chose. Donc ça m'avait un peu frustrée et j'ai vu la couve du coup sur internet du tome 2 et je me suis dit ah bah ouais, j'ai envie de le lire. Donc c'est pas pour tout de suite, ça sera pour Noël, mais il fera partie de mes lectures de Noël. Et moi j'ai pas su choisir entre deux, encore une fois, je suis désolée, mais il y a Saint, Ah mais oui, je l'ai oublié celui-là. En fait elle l'a aussi dans ses... En plus lui je vais l'acheter le jour de sa sortie, je vais le lire le jour de sa sortie.
pour récapituler, Saint, donc c'est le préquel de la saga Fable de Adrienne Young. Et on l'attend depuis l'année dernière. Oui. Parce qu'on a lu Fable l'année dernière. Univers maritime, une jeune fille qui fait des plongées pour récupérer des gemmes. Et puis il y a tout un univers un peu de piraterie, de marchands, etc. Et Saint, c'est le père de Fable, qui est un personnage hyper intriguant, hyper intéressant. Et finalement auquel on s'attache quand même beaucoup dans la saga, même si au début... Au début on le déteste bien comme il faut. À la fin du tome 1 on le déteste encore, et en fait au tome 2 on le rencontre et on se rend compte qu'il c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Il est très intéressant et il a l'air d'avoir une superbe histoire d'amour en plus avec la mère de Fable. Donc on a envie de la découvrir forcément. Voilà, donc ça paraît en septembre. Et l'autre qui me fait vraiment beaucoup de l'œil, c'est une nouveauté pour le coup d'une nouvelle autrice. C'est La Tisseuse de Mélodie, qui paraîtra chez Hachette. Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai... Voilà, le pitch univers de fantasy qui joue sur la musique, je trouve ça hyper intéressant. Moi qui suis aussi très passionnée de tout ce qui touche à la musique, je l'attends du coup celui-ci avec impatience. En plus, ils viennent de révéler la couve, le jaspage et tout, il a l'air magnifique, très beau, donc j'ai hâte. La catégorie suivante, c'est notre plus grosse déception. Alors... J'ai eu une bonne année de lecture de mon côté, donc finalement j'ai eu du mal à choisir ma plus grosse déception. Donc c'est pas mal, mais j'en ai quand même une. Vous allez m'aider, est-ce qu'il va falloir que je lise le tome 2 ou pas, vous me direz, parce que c'est un début de saga. C'est Belladonna de Adalyn Grace chez De Saxus. Il avait tout pour me plaire, j'avais vu des critiques hyper positives et voilà, je m'attendais à un truc vraiment pour moi, quoi, un truc qui allait me plaire. Et c'est un peu tombé à plat, je dois le reconnaître. Du coup, voilà, un peu déçue. On suit une jeune fille qui a 19 ans qui s'appelle Signa, je sais pas comment on doit dire, qui ne meurt pas et qui voit la mort, personnifiée. Et donc du coup, la mort la suit partout, dans le sens où il y a beaucoup de gens de son entourage qui meurent. Donc d'abord ses parents, et puis ensuite ses différents tuteurs les uns après les autres. Donc elle voyage de tuteur en tuteur, et puis là elle est avec une dame assez ignoble qui finit également par mourir, et elle essaye de confronter la mort personnifiée pour pouvoir savoir pourquoi est-ce qu'il lui fait ça, pourquoi est-ce qu'il tue tous les gens qu'elle aime, etc. Et elle se retrouve embarquée dans une nouvelle famille, des nouveaux tuteurs, dans un manoir. C'est une lecture parfaite pour l'automne, puisqu'il y a un côté hyper gothique dans ce manoir, et puis la mort est encore une fois présente, puisque la mère de famille est décédée et que la fille est malade. Et donc elle se retrouve aussi à mener une enquête pour savoir pourquoi est-ce que la fille est aussi malade. Donc il y avait tout pour me faire un aspect gothique, une enquête, et je sais pas, j'ai pas accroché. L'enquête, j'avais rien deviné, mais quand j'ai eu la révélation, j'étais un peu déçue. L'aspect gothique, ça c'était chouette, mais par contre, le rapport avec la mort m'a énormément gênée. Parce qu'elle tombe amoureuse, c'est aussi une histoire d'amour. Et je sais pas, c'est un peu chelou ça. Je sais pas, personnellement, j'ai pas du tout adhéré à la relation qu'elle a avec la mort. Dit comme ça, c'est sûr. Oui, en plus, c'est en plus des vraies relations, quoi. Vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui a pas matché, mais ça finit en énorme cliffhanger. On voit qu'il va y avoir une deuxième énigme, et moi, qu'est-ce que j'aime pas, c'est pas répondre aux énigmes. Donc, je me dis peut-être que ça vaut le coup que j'essaye le tome 2. Voilà, donc si vous l'avez lu, le tome 1 et le tome 2, dites-moi. Je crois qu'il y a aussi un tome 3 qui doit sortir bientôt. Oui, c'est une trilogie. Voilà, donc voilà, un petit flop. Ouais, ça va parce qu'il y en avait qu'un. Moi, encore une fois, j'en ai eu 2. Voilà, bon, il y en a un, c'est une suite de séries, donc en fait, j'avais des attentes assez hautes parce que j'avais vraiment eu un beau coup de cœur sur le tome 1. Il s'agit de La Promesse du Dragon d'Elisabeth Lim, qui est la suite de 6 Couronnes Écarlates. Et 6 Couronnes Écarlates avait vraiment été un très beau coup de cœur. Univers de fantaisie asiatique, réécriture de contes, des petites romances comme il fallait, un univers hyper chouette, assez cosy mais en même temps très varié, une héroïne assez vive, assez attachante. Et ce tome 2 qui avait a priori tout pour me plaire, puisque vu la fin du tome 1, on allait découvrir un nouvel univers, on va dire, et ben j'ai été assez déçue. Voilà, parce que j'ai trouvé le rythme
En fait, il y avait un gros problème de rythme. C'est-à-dire sur toute la première partie, on avait l'impression de lire une fin de Sarah J. Maas. C'est-à-dire que tout s'enchaînait, tout, mais c'était que le début. C'était les 150 premières pages de ce livre. Et puis, du coup, on quitte l'univers qu'on allait découvrir hyper vite. Et puis, toute la moitié, la deuxième partie, du coup, reprend un rythme très lent. Et puis, la fin, on est sur complètement autre chose que ce à quoi on s'attendait au début du livre. Bref, pour moi, il y avait vraiment, du coup, presque 3 histoires. Enfin, 2 en tout cas. Une première partie où tout s'enchaînait beaucoup trop vite et du coup les liens se faisaient beaucoup trop vite. Et en plus il y a un personnage moi j'adorais, qui m'a du coup beaucoup déçue dans cette première partie et puis qu'après on revoit plus du tout. Il se rattrape même pas. Non, enfin si, il se rattrape parce que ça finit quand même plutôt bien. Mais on le revoit plus du tout, alors que c'était quand même un personnage phare du tome 1. Donc voilà. Et puis vraiment toute la deuxième partie part sur encore une nouvelle intrigue et du coup voilà, j'étais beaucoup moins accrochée. Donc bah ouais, c'est une petite déception pour cette suite et fin de série. Je lirai quand même le préquel parce que elle pose des jalons quand même dans ce tome là sur le préquel qui s'attache à la belle-mère de Shiori, la personnage principale. Mais voilà, petite déception quand même. Et puis le deuxième, c'était une nouvelle autrice que je découvrais et puis j'avais entendu énormément de bien de ce livre et vu ce que j'en entendais, j'étais persuadée d'accrocher à fond et d'adorer. Et bah, ça l'a pas trop fait pour moi, c'est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett qui est parue chez Sabran. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme, Emily Wilde, qui parcourt un peu le monde pour écrire une encyclopédie du monde féerique. Et donc elle part à la rencontre de tous ces peuples fées. Et en fait elle est un peu autiste sur les bords, c'est-à-dire qu'elle, socialement parlant, elle est complètement handicapée. Mais par contre, avec les fées, elle sait y faire sans problème. Et bref, et du coup, il y a un autre personnage, Bumblebee, Wendell Bumblebee, ça me fait rire son nom de famille à chaque fois, qui va la rejoindre. Et en fait, c'est un collègue concurrent qui lui est à l'opposé de Emily Wilde, très vivant, etc. Mais on découvre qu'il cache peut-être aussi des choses sur lui. Bref, ça c'est donc l'histoire. Et là où moi j'ai pas accroché, j'ai trouvé la plume très complexe, très riche, mais du coup parfois trop alambiquée pour moi. J'avais vraiment du mal à suivre et d'ailleurs j'ai switché de l'anglais au français en me disant c'est peut-être l'anglais qui me perturbe. Et en fait non, j'avais autant de mal avec le français. Donc voilà, donc la plume déjà m'a un peu perturbée. Ensuite, je m'attendais à quelque chose de très cosy et en fait, pour moi, ça ne l'était pas du tout parce que l'univers des fées est vraiment l'univers des fées, des contes de fées, c'est-à-dire très sombre, très cruel, très froid. Et pour moi, ça c'est pas cosy du tout, du coup. Même si, en effet, au début, elle arrive dans un petit village, on est dans une petite cabane, dans la neige, parce que c'est l'hiver, feu de cheminée, voilà. Oui, cet aspect-là, cosy, il y est, mais tout le reste pour moi, c'était pas du tout cosy dans l'intrigue, dans l'univers. Et puis le dernier point qui m'a un peu fait décrocher, c'est Emily. Malheureusement, j'ai eu du mal à accrocher parce qu'elle est vraiment très distante, très froide et du coup pas très, comment dire, elle développe pas vraiment ses sentiments. Et du coup, bah, toute l'intrigue romantique qui se déroule, et voilà, j'ai pas accroché. Mais je lirai quand même la suite, je lui donnerai une chance à cette suite quand elle sortira, je pense, parce que j'ai quand même envie de voir si ça peut pas finir par me plaire. 6e catégorie, la plus belle surprise. J'en ai encore 2. J'ai eu du mal avec cette catégorie parce que, en fait, comme j'avais soigneusement sélectionné toutes mes lectures, il n'y a pas vraiment une surprise. Mais bon, il y a quand même eu des bonnes surprises dans le sens où il y a des trucs qui m'ont vraiment plu. Donc je les ai mis comme ça. Là, j'en ai 2 aussi. Ah, super. Alors, moi, mon premier, c'est My Lady Jane. Parce que, c'est de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Meadows, paru aux éditions Rajo l'année dernière.
Et j'avoue que je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre. C'était soit ça passe, soit ça casse. J'avais peur d'un humour qui me plaise pas. Mais ça l'a complètement fait avec moi. Je l'ai dévoré en 2 jours, je crois. Bon, après, c'est Rajo, donc c'est écrit gros, même si bon, il y a 600 pages. Mais vraiment, j'ai adoré. Ça a été un trop beau coup de cœur et je m'y attendais vraiment pas. 3 autrices qui revisitent un peu l'histoire d'Angleterre, qui ont pris en fait un événement donc, autour de Jane qui a en fait régné 3 jours à la cour d'Angleterre. Et puis ils ont pris les personnages autour et puis ils ont remodifié ça et puis ils l'ont mis dans un univers de fantasy où certaines personnes peuvent se transformer en animaux. Et voilà, ils ont mélangé tout ça et avec une plume hyper caustique, très très drôle, des personnages hyper attachants, ça te démonte tous les codes, enfin, ça joue avec l'histoire, avec la narration, avec les personnages, avec tout. Bref, j'ai passé un trop bon moment. Et en ce moment, il y a la série sur Prime Video qui vient de sortir. Alors, très différente du livre, je trouve. Beaucoup plus adulte, beaucoup plus smutty. Parce qu'il y a de la scène à gogo. Alors que là-dedans, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Vraiment, même à la fin, elle s'amuse avec ça. J'étais pétée de rire. Bref, donc la série est très très chouette. Mais si vous vous attendez à retrouver la série en lisant le livre, pas tout à fait. Il y a plein de choses qui changent dans le livre par rapport à la série ou inversement. Bref, donc moi je les ai prises un peu... J'avoue qu'au début je l'ai prise comme une adaptation de ce livre et puis je m'en suis détachée rapidement en voyant que eux-mêmes s'en étaient beaucoup détachés. Il faut vraiment les prendre comme 2 choses séparées, je pense. Même si on retrouve l'humour, on retrouve l'univers, certaines parts de l'histoire, des personnages et tout ça. Mais voilà, c'est beaucoup plus adulte et la série... que celui-ci, qui est très young adulte celui-ci. Bah, grosse pépite, n'hésitez pas à aller le lire. Je pense que je vais le lire, parce que du coup moi j'ai vu la série sans avoir lu le livre. J'ai beaucoup aimé la série. J'ai trouvé le ton hyper drôle et tout, et c'est vrai que je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre où il y avait beaucoup d'humour, et je me suis dit que ça ferait le job. Et en plus dans un univers de fantasy, avec un peu de romance, et puis en plus, tout ce qu'il faut. D'une certaine façon, c'est une espèce d'Uchronie, puisqu'on revisite l'histoire, donc je pense que ça va me plaire. Alors moi j'ai, dans une autre ambiance, oula oui, la transition est violente. Nous traverserons des orages de Anne-Laure Bondou. Ça a été une énorme claque. Alors quand je l'ai acheté, je m'en doutais puisque tu l'avais déjà lu et voilà, tu nous en avais parlé, donc je savais que j'allais être un peu secouée. Mais j'avoue que j'ai été, au-delà d'être secouée, j'ai été scotchée par toute l'histoire, par la narration, par les personnages, par tout. C'est complètement différent de ce que j'ai lu cette année. C'est un peu un ovni au milieu de toute la fantaisie et la romantaisie que j'ai lue. Là, il y en a quelques-uns comme ça. Et j'ai été subjuguée par cette histoire. J'arrivais pas à arrêter de lire. Je me souviens, enfin, je me revois dans le jardin de mes parents un dimanche après-midi à enchaîner les pages et à pas écouter la conversation parce que je voulais savoir ce qui allait arriver aux différents personnages. C'est merveilleux, franchement, c'est, je pense, la lecture que je recommande à absolument tout le monde. C'est une histoire du XXe siècle, une histoire des familles françaises du XXe siècle, et puis une histoire de la violence à travers les personnages beaucoup masculins, à travers les générations. Voilà, de la Première Guerre mondiale à de nos jours, à travers les guerres, à travers les événements sociétaux, politiques, économiques qui ont eu lieu. Voilà, c'était... voilà, je crois qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, donc je ne vais pas m'étendre plus que ça, mais vraiment, c'est très bien écrit, c'est vraiment merveilleux et à lire par tous, ados, adultes, voilà, ça vise tout le monde. Ado quand même... Grand ado, oui. Grand ado. Lycée. Lycée. Voilà. Alors moi, mon autre découverte qui m'a déclenché une passion... C'est celle La mort attend la vilaine qui m'a déclenché ma passion webtoon. Voilà, depuis je n'arrête pas de lire du webtoon parce que je suis très fan. Du webtoon papier parce que je ne lis pas sur écran, j'ai trop du mal à faire ça. Donc oui, je les achète en papier, je les attends en version papier. Et donc seule La mort attend la vilaine. Alors là j'ai 1, 3 et 4 parce que je n'ai toujours pas le tome 2 que j'attends d'acheter en occasion. Mais comment vous dire,
je ne pensais pas aimer autant, accrocher autant, mais là je trépigne sur mon siège parce que au moment où on filme cette vidéo, le tome 5 sort dans 2 jours et je l'achète directement pour le lire, voilà. En gros l'histoire, je crois que je vous en ai un peu parlé dans la vidéo précédente, donc je vais faire vite. C'est l'histoire d'une jeune femme qui devient accro à un jeu. Elle arrive au niveau vraiment le plus difficile où cette fois elle doit incarner en fait la vilaine du jeu et essayer de survivre. Sauf que au lieu de jouer sur sa manette, et ben elle est plongée dans l'univers et elle se retrouve littéralement dans la peau, dans la peau de la vilaine. Et ben elle sait pas comment ça va se passer, si elle meurt, est-ce qu'elle meurt vraiment dans la vraie vie, etc. Donc là elle n'a pas le choix, tout ce qu'il faut qu'elle fasse c'est survivre. Et comment survivre? En essayant de gagner des points d'affinité avec les 5 personnages masculins qui sont là et qui potentiellement sont ceux qui vont la mener à la mort. Voilà, donc en gros il y a 5 potentiels love interest, sauf que c'est pas vraiment des love interest dans sa tête, c'est plutôt il faut que je survive, donc il faut que je gagne des points d'affinité avec eux. J'accroche, c'est ce genre de dessin, hein, faut aimer, c'est du manga mais colorisé en gros, hein, c'est vraiment le style manga qui est fait. Il y a plein d'histoires en webtoon qui se ressemblent un peu toutes mais qui sont trop chouettes et puis ça se lit tout seul et ça fait du bien et voilà, et moi j'aime. Passion webtoon. Nouvelle passion. Et le deuxième, pour moi, c'est Magie et Sentiments de Ariel Holz, qui est chez Slalom, ça c'est la jolie édition de Marie. Et pareil, surprise dans le sens où voilà, je m'attendais à un roman sympa et puis en fait j'ai adoré. J'ai plongé complètement dans l'histoire. Je me suis surprise à pas lâcher le livre, à être complètement à fond. En plus, ça mêlait mes 2 passions au moment où je l'ai lu, c'est-à-dire les Bridgerton et la fantasy, donc c'était parfait. C'était exactement ce qu'il me fallait. Et très agréablement surprise de la plume d'Ariel Holz et de sa façon d'utiliser la romance, puisque jusqu'à maintenant, il n'avait pas vraiment utilisé la romance plus que ça dans ses romans. Enfin, en tout cas dans ceux que j'avais lus, donc voilà, c'était très bien fait, très maîtrisé. On s'attache à la famille, aux personnages secondaires beaucoup. La petite romance, enfin la romance qu'il y a est quand même assez intéressante. J'ai trouvé les deux protagonistes très chouettes et puis voilà, c'est une uchronie magique, donc encore une fois, tout ce qu'il faut pour me plaire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment une très très bonne lecture. Lisez-le. Si vous voulez des bonnes plumes françaises, Ariel Holz, allez-y. c'est parti. La prochaine catégorie, c'est nouvel auteur favori. Et on a décidé d'en sélectionner 2 chacune, une plume française et une plume étrangère. Ouais. Ben moi je peux commencer avec la plume étrangère, sans grande surprise. Je l'avais déjà découvert avant, donc ça va, je te laisse. Moi je l'ai découverte cette année et j'avoue que j'ai lu du coup les 5 tomes sortis de la saga ACOTAR en ce début d'année. Et c'est incroyable et je veux tout lire, absolument tout de cette autrice. J'ai les Keleana qui m'attendent, pas encore Crescent City mais ça viendra aussi. Il faut les lire à la fin, Crescent City. Ouais, c'est plus adulte, c'est des grosses briques. Même si ceux-là sont pas mal dans leur genre aussi. Hein. Bah, en fait, aussi c'est 2 Saxus, donc du coup c'est pas du tout la même mise en page. Donc au final c'est plus long mais c'est pas beaucoup plus long que les ACOTAR. Non mais ça se lit tellement facilement en fait, c'est une plume tellement addictive et on est à fond dedans et on plonge dans un univers qu'on n'a pas envie de quitter, donc bref. Voilà, je vous refais pas le résumé d'ACOTAR. Hein. Et moi la plume étrangère, du coup c'est Danielle L. Jensen, puisque j'ai complètement plongé dans son univers, puisque j'ai lu Le Pont des Tempêtes, La Reine Traîtresse, L'Héritier Insoumis, je viens de lire Un destin ancré dans le sang, qui est sa dernière duologie, donc le premier tome qui est sorti en France. Et je suis en train de lire, moi j'en suis qu'au début, Dark Shores, voilà, qui est en plus qui a l'air vachement bien parce que j'ai l'impression qu'il est assez différent parce que Le Pont des Tempêtes et Un destin ancré dans le sang, il y a quand même beaucoup de similarités et celui-là il me semble un petit peu plus différent. Donc les young adultes aussi. Les young adultes, ouais. Donc peut-être que... Et ça se ressent je trouve. Ouais. Je suis en train de le lire aussi et ça se ressent. Et c'est très chouette. Voilà, c'est addictif, les personnages sont très très bien faits, on s'attache à eux tout de suite. Elle arrive à faire aussi, comme Sarah J. Maas, des personnages assez différents,
Par exemple, entre Le Pont des Tempêtes et l'Héritier insoumis, Aren et Kéris, les deux protagonistes masculins, sont complètement différents, mais en même temps, c'est deux book boyfriends parfaits. Donc elle arrive à faire quelque chose d'un peu, vraiment de travailler dans son univers. Et dans celui-là, il n'y a pas du tout de magie, mais il y en a dans Un destin ancré dans le sang. Enfin, voilà, elle sait faire des choses différentes. Ouais, je suis pas encore assez avancée. Je suis. T'es où? J'en suis à la page 30. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Voilà, donc du coup, il y a une vraie diversité, même si j'ai l'impression quand même qu'il y a des constructions de relations qui sont un peu les mêmes entre ces sagas. J'ai l'impression. Je suis pas encore sûre, mais oui, voilà. Pour l'avoir entendu en interview, elle semblait dire en effet qu'elle avait quand même des trucs qu'elle aimait bien. Et, en fait, elle travaille beaucoup par duologie. Ouais, elle aime bien faire confronter deux pays et donc du coup faire confronter des protagonistes et de préférence les deux amoureux quoi. Donc voilà. Elle a trop lu Roméo et Juliette en fait. Et alors en plume française, et ben c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Siècle Vaelban qui revient chez moi. Parce que j'ai lu ces deux sorties du coup, parce que j'ai tellement aimé La plume de plein ciel. D'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de vous dire que l'héroïne, elle est dompteuse de rubans. Son pouvoir c'est de dompter les rubans. Voilà, c'est trop cool. Et du coup je me suis procuré son autre livre très différent, pour le coup beaucoup plus jeunesse. Il est tout petit. C'est plus sous forme de conte on va dire, pour parler... du deuil de la maladie, un peu du harcèlement scolaire aussi, enfin de plein de thématiques comme ça, de la famille aussi, dans un univers plutôt indien, et toujours avec cette plume hyper poétique, ces images, bref, j'ai adoré aussi me plonger dans L'Étoile du soir, du coup je vous ai pas dit le titre, qui est paru chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, après avoir lu Plein ciel, et je suis sûre que dès qu'elle sort un nouveau livre, je l'achète direct sans même me poser la question, sans même savoir de quoi ça parle. Je m'en fous, je l'achète et je le lis. Parce que vraiment, c'est une autrice bourrée de talent, qui a une écriture et une plume incroyable, très poétique, très riche, et des univers aussi à la fois très créatifs, très originaux, et en même temps qui aborde plein de thématiques hyper fortes. Oui, j'ai pas dit les thématiques de Plein ciel, mais vous les découvrirez vous-même et vous verrez. Il y en a plein et c'est trop beau. Et notamment une phrase, moi, qui m'a transpercé en plein cœur, que dit le Love Interest à un moment donné. Qui est comme ça. Bref, lisez Siècle Vaelban, je ne peux que vous la recommander. Vous ne serez pas déçus, j'en suis persuadée. Pour ma part, en fait c'est une plume que j'avais découvert l'année dernière, mais je sais que depuis cette année que je suis sûre que je vais tout apprécier d'elle, c'est Marie Pavlenko. Donc pour l'instant j'ai lu ces deux-là, Je suis ton soleil et Rita, qui est le dernier paru. Énorme coup de cœur pour sa plume à la fois drôle, pleine d'émotions, moderne. Il y a un côté très parlé mais en même temps très écrit. Ça parle vraiment aux adolescents. Elle écrit des romans pour adolescents qui s'adressent aux adolescents, plutôt grands adolescents d'ailleurs, plutôt au niveau lycée de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. En tout cas ces deux-là sont un peu ardos, mais en même temps des thèmes essentiels. Vraiment j'ai été complètement conquise. Alors cette année j'ai lu celui-ci, Je suis ton soleil, qui m'a fait vraiment, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, et 2 lignes plus tard je riais aux éclats. Vraiment c'est comme ça que ça fonctionne chez elle. Et ouais, il y a un côté hyper franchouillard comme ça aussi. Donc Déborah garde sa liberté comme une perle rare, mais bon, ça commence à peser. Voilà, il y a un peu ce côté-là, un peu parlé, mais ça fonctionne hyper bien. Et voilà, et elle aborde plein de thèmes sans détour, elle y va franco, et en même temps énormément de luminosité. Enfin voilà, celui-ci par exemple, je peux pas vous le dire parce que c'est un énorme spoil, mais effectivement il y a un des thèmes qui est ouf, voilà. Et le livre est tout doré, et j'en garde un super bon souvenir aussi de rire, et voilà. Donc Marie Pavlenko, voilà, j'en ai un autre qui m'attend là chez moi, que j'ai acheté. Je vais essayer de tout lire. Je crois qu'elle a écrit aussi en adulte. Je pense que je testerai aussi ses romans adultes. Alors ensuite, nous devons parler de notre personnage préféré. Moi, ça va aller très vite. C'est Rhysand.
était sûre. Voilà, gros coup de cœur. Je peux pas dire à quel point je l'aime d'amour. Alors que mes premières paroles quand je l'ai découvert, Claire en est témoin, c'est mais quel connard. Bah, je pense que tout le monde se dit ça. C'est pas possible ce gars, c'est pas possible, il sort des phrases, je ne veux pas, Il commence mal. Et en fait, on le découvre après, parce que bon, ce n'est qu'une façade, toutes ces phrases qui sortent. Mais cela dit, quand je disais ça, je voyais aussi, ok, je comprends pourquoi il fait ça, etc. Mais on n'a pas toutes les clés pour le comprendre bien au début. Mais après, vous en inquiétez pas, on le comprend très bien. Et on l'aime d'amour. Et vraiment, voilà, je pourrais vous en parler des heures. Alors moi, je l'ai rencontré récemment l'année dernière, donc il n'est pas dans mon top de cette année. Il y a Cassian, évidemment, mais pareil, je l'avais rencontré l'année dernière, donc il n'est pas dans mon top de cette année. Et donc, je vous ai sélectionné mon meilleur ami l'ivresse. Vraiment, j'ai rencontré mon meilleur ami dans le tome 2 de The Prison Healer, The Gilded Cage. Ouais, mon meilleur ami. Je peux pas trop en parler parce que c'est un peu du spoil sur qui il est, mais il s'appelle Kaldon. Et c'est... en fait, c'est le même genre que Cassian. Maintenant que j'y pense, il y a un titre qui ressort. Non, mais c'est un petit rigolo. Il a toujours la note d'humour et en même temps, en fait, il va être très proche de l'héroïne. Ils vont devenir meilleurs amis. Mais ce qui est beau, c'est qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'ils sont juste meilleurs amis. Il n'y aura pas d'histoire amoureuse entre eux. C'est réglé dès le départ, on le sait, et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de doute. C'est cool. Et ouais, et c'est vraiment chouette. Donc déjà c'est une belle amitié qu'on a entre deux, et puis voilà, il a toujours le mot qu'il faut et il est là pour elle parce qu'elle vit évidemment des choses pas faciles. Et puis lui il a aussi son petit arc narratif qui est assez chouette, c'est le petit drôle de service. Par exemple, il y a une scène, alors je sais plus pourquoi il se retrouve torse nu, voilà. Ouh là là. Et donc il y a Kiva qui lui dit: il fait froid dehors, tu devrais boutonner ta chemise pour ne pas tomber malade, et lui répond: de tels abdos méritent d'être vus. Et il a que des phrases comme ça, il est hyper attachant et en même temps, voilà, il est là pour elle, enfin, vraiment, Kaldon, mon meilleur pote. Alors ensuite, nous devions sélectionner un livre qui nous a fait pleurer. Et là, on a le même. Puis en plus c'est dans le titre. En plus c'est dans le titre. C'est Pleurer pour un rien, c'est déjà beaucoup, de Chloé Lume, qui est paru aux éditions Sarbacane. C'est un roman en vers libre. Voilà. Donc, avec en plus des formes hyper parlantes de temps en temps. Et c'est pour parler d'une jeune fille qui, tout se passe bien dans son couple, la famille, ils sont plutôt soudés, même si on sent qu'il y a des petits non-dits et des secrets familiaux derrière. Et puis bah, un jour, elle va tomber enceinte malheureusement et va se poser la question de quoi faire. Voilà, j'en dirai pas plus parce que ça aborde plein de choses. Et grosse claque. Et à la fin, en pleurs. Ouais. En pleurs complet. C'est un gloubi-goulba, comme dirait ma mère, de plein de trucs. Et donc du coup, on lâche les vannes. Et elle a les mots en fait, et des images très fortes qui nous transpercent. Enfin moi vraiment ça m'a bouleversée ce roman. Voilà, pour parler de ces situations, pour parler d'avortement, pour parler de choix, il est extraordinaire et plein de bienveillance, plein d'humanité, très juste dans le traitement aussi. Il n'y a jamais de jugement. Vraiment, elle pose toute la situation, toute la question dans sa globalité de toutes les possibilités, tout ce que ça pourrait avoir comme conséquence. Et au fur et à mesure, on voit le truc grossir et on comprend qu'il y a quelque chose derrière ce choix. Et après, quand tout explose, là, c'est hyper beau et ça dit beaucoup de choses aussi sur le rôle de la famille, etc. Oui, parce que ça va même au-delà, parce qu'il y a aussi toute une histoire familiale derrière qui est poignante, vraiment poignante. Enfin, voilà, on peut que toutes les deux vous le recommander parce que ça a été un énorme claque, un énorme coup de cœur.
Et il se lit très vite, très bien. Oui. Bah, moi, je l'ai Il lu faut juste avoir le cœur bien après-midi. accroché. Oui. Avec un paquet de mouchoirs et puis... Voilà, pas avoir peur de se laisser bouleverser par les mots hyper poétiques et enfin, poignants. C'est vraiment... Il y a des... Donc c'est un enchaînement de poèmes pour évoquer toute cette histoire. Très bien fait. Magnifique, extraordinaire. Et j'espère que Chloé Glume va nous réécrire un roman en vers libre parce que je serai la première à sauter dessus. Alors ensuite, c'était le plus beau livre de la bibliothèque. Il y en avait plein. Il y en avait plein. On en a un commun quand même. Ouais. C'est celui-là, on vous le remontre. Bah, parce qu'il est trop beau. Vraiment trop beau. Voilà, avec sous la jaquette cette magnifique, encore une fois, machine à écrire. Et puis la garde avec de l'or parce que il en fallait. Voilà, qui écrit comme une machine à écrire. Moi j'aime beaucoup l'illustration, mais j'ai eu beaucoup de... Quand je le montre à des gens qui lisent pas forcément beaucoup de fantaisie, ils détestent. Ah ouais? Ouais, ils trouvent ça trop vintage, voire juste moche. Alors que moi j'aime beaucoup. Moi je suis très fan aussi. D'ailleurs j'ai acheté plein d'illustrations de cette illustratrice parce que je suis fan de tout ce qu'elle fait. Donc bref, voilà, on va pas vous en reparler, mais c'est une beauté et on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le tome 2 parce que ça va être trop beau. Ouais. Alors ensuite, je sors un peu du roman pour vous montrer un beau livre de ma bibliothèque puisque je vais vous montrer cet objet. J'ai cherché, il y a plein de post-it. J'ai cherché, je vous avoue, dans la librairie, dans quel rayon il pouvait être, parce qu'effectivement c'est un peu un ovni. En fait c'est un carnet de dessin qui au départ était complètement privé de Fred Bernard et qui a finalement été publié. Donc c'est un carnet de son jardin, puisqu'il a acheté une maison dans je sais plus trop quelle région de France, et il s'est mis à faire des petits dessins de son jardin, de l'évolution de son jardin à travers les saisons, à travers aussi son aménagement un tout petit peu, avec à la fois les plantes, les insectes, vraiment tout l'écosystème de son jardin. Et c'était pour lui, puis un jour son éditrice est venue chez lui et puis elle a vu son carnet et elle lui a dit bah il faut publier ça en fait. Et donc il s'est mis à faire ça de façon plus sérieuse. Et il y a aussi un tome 2 que j'ai hâte de pouvoir acheter. C'est du brut, c'est vraiment type carnet de voyage. Donc vous avez des images en noir, puis après vous avez des choses en couleur. Voilà, avec là le passage de différents endroits. Aussi il y a quelques dessins des alentours, voilà. Là par exemple là c'est les animaux qu'il y a dans son jardin. Il y a aussi son chat qui vient tout au long du... les insectes. Donc il y a aussi donc il y a tout le côté très visuel. Moi j'avoue je l'ai surtout regardé. Mais il y a aussi beaucoup de texte puisqu'en fait il explique ce qui se passe. Et il y a un côté un peu pédagogique. D'expliquer comment fonctionne un jardin et en quoi telle plante, tel animal, tel insecte va être aussi important. Et donc il y a aussi de l'humour parce qu'il fait parler ces insectes et il y a vraiment des répliques assez drôles. Vraiment un très bel objet. Voilà, je suis complètement tombée amoureuse de ce livre. Et moi, il y en a un autre, j'ai craqué pour cette édition anglaise d'un livre qui vient de paraître en français. C'est, alors le titre en français, je ne saurais pas vous le dire, mais c'est The Book That Wouldn't Burn de Mark Lawrence. Je crois que c'est le livre qui brûle. C'est un truc à peu près. Il y a livre et il y a brûlé dans voilà, le titre. Et en fait, pourquoi j'ai craqué? Alors déjà, voilà, ça parle de livres, un univers de fantasy direct, j'ai craqué. Et surtout, voilà pourquoi. En plus, ils ont réussi, entre le tome 1 et le tome 2, à faire des continuités. C'est extraordinaire. Voilà. Et avoir une bibliothèque dans sa bibliothèque, en fait, je trouve ça merveilleux. Et puis, je vais vous montrer aussi, alors, le livre en lui-même, assez simple. Assez sobre, mais j'aime beaucoup. Avec une petite citation. The greatest stories can reach the stars. Et puis, cette magnifique garde. Voilà. C'est écrit raisonnablement comme il faut. Et le plus gros, c'est le tome 1, évidemment. Enfin, évidemment, non, justement. C'est bizarre. Étonnamment. Et puis donc le tome 2 qui ressemble à ça, qui est très beau aussi, avec We fight for the people we love. J'aime beaucoup le fait de mettre une petite citation
en couverture. Et puis cette garde magnifique, je veux la même bibliothèque. Voilà, c'est mon goal dans ma vie, d'avoir une bibliothèque avec une échelle. Donc voilà, 2 magnifiques ouvrages que j'ai hâte de lire. Et enfin, la dernière catégorie, un livre que je vais lire avant la fin de l'année. Alors il y en avait une pile comme ça à peu près. Et il faut absolument lire. Mais s'il fallait n'en choisir qu'un ou 2. Bah moi je vais commencer par Gods of Men. On va vous mettre la petite vignette là. C'est vivement recommandé par Anne-Charlotte. Je pense que ça va me plaire. Voilà, puisque... Elle m'a donné envie aussi. De la fantaisie. C'est pas de la romantaisie, donc ça va me faire du bien aussi de sortir un peu de ça. Non pas que j'en ai marre des histoires d'amour, mais bon, voilà. Et voilà, je pense que ça va être une bonne lecture. J'ai acheté le tome 1, donc il m'attend gentiment. Mais il y a tellement de choses à lire que... Pareil, elle disait aussi qu'il y avait beaucoup de mélodies, de musique, de musicalité. Ouais. Dans toute la magie avait l'air assez intéressante. Ouais. Donc voilà, un livre en plus dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, donc c'est bien aussi de ressortir des comme ça de temps en temps. Ben moi j'en ai 2 aussi, alors c'est 2 livres pour le coup que j'ai du mal à sortir de ma palle. Vous les avez déjà vus passer sur cette chaîne d'ailleurs, dans des piles à lire, et ils y sont toujours. C'est Watership Down de Richard Adams. Tout le monde me dit que c'est génial, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à le sortir de ma palle. Il faut que je le lise. Mais enfin, je pense que si, je sais pourquoi. À un moment donné, je l'avais commencé et c'était pas le bon moment. Et du coup, j'ai du mal à me remettre quand c'est comme ça. Mais on me dit tellement que c'est génial qu'il faut que je le lise. Voilà, c'est une quête de lapin. C'est un univers de fantasy plutôt adulte. Donc voilà, faut que je le prenne. Il faut que je le lise. Avant la fin de l'année. Hein, c'est écrit, c'est dit. On t'a pris sur les doigts si je ne l'ai pas lu d'ici la fin de l'année. Et pareil, moi c'en est un que j'ai pas trop sorti de ma palle mais qui m'attend et que j'ai hâte de lire pourtant. C'est la suite de Palace. Donc là c'est le tome 2, il y a également le tome 3 qui est déjà sorti. Pourtant quand le tome 1 est sorti, que je l'ai lu, j'étais aux abois de pas avoir la suite. Et bah voilà, ça traîne. Mais vraiment, faut que je finisse la saga avant la fin de l'année dans ma continuité de saga terminée rapidement. Donc Palace, c'est une réécriture de la mythologie grecque et plus précisément de la guerre de Troie, puisque Marine Carteron, qui est l'autrice, reprend le mythe de Troie, reprend toutes les sources qui existent et elle en refait un peu une histoire. Elle réinterprète, mais elle ne change pas grand chose. En fait, elle comble les trous seulement. Et du coup, elle offre une nouvelle vision de la guerre de Troie, assez inattendue, puisque d'après elle, c'est Athéna qui a déclenché la guerre pour pouvoir sauver sa sœur de cœur, qui s'appelle Pallas, et qui est au cœur de Troie. Donc on commence avec le tome 1, 50 ans je crois avant la guerre de Troie, et puis au fur et à mesure des tomes on avance vers la guerre. J'ai trouvé ça magistral, vraiment. Elle a eu le don de mettre plein de personnages, d'habitude je n'aime pas ça, là j'ai adoré, je n'ai pas du tout été perdue dans ma lecture. Il y a un côté très référencé, très riche, parce que vraiment elle part des mythes originels, et donc du coup ça fonctionne très bien. Et puis c'est voilà, c'est une autre histoire qui se veut pas forcément féministe ou autre, mais qui est hyper moderne. Et donc ça change, et vraiment je pense que c'est une masterclass sur le sujet. J'ai pas lu 40 000 réécritures de mythologie, mais celle-là je trouve qu'elle dépassait toutes celles que j'ai écrites, que j'ai lues, qui étaient déjà très bien. On attend celle que t'as écrite. Ouais bah non. non. Faut trop se renseigner. Voilà, et puis voilà, c'est entrecoupé des chants, enfin vraiment, j'ai hâte. Et moi le deuxième, bah, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Wiklesevic, parce que je n'ai toujours pas lu. J'aurais vraiment dû le dire avant toi. Voilà, mais je veux vraiment découvrir la plume de Chris Wiklesevic, mais Claire m'a fait peur. Que voulez-vous, je n'arrive pas à me détacher du coup de cette sensation de ça va être poisseux et voilà. Bon, puis peut-être que ce début d'année aussi j'avais besoin de lecture un peu plus doudou, et du coup j'avais du mal à sélectionner celui-ci qui va être, je pense, plus contraignant et plus mentalement où il faut que je sois dispo. Mais vraiment, il faut que je découvre la plume de Chris Wiklesevic avant la fin de l'année. Surtout que je me retiens
d'acheter d'autres livres d'elle avant d'avoir lu celui-ci. Donc il faut vraiment que je le sorte de ma palle. Surtout que j'avais lu moi le tout début, et j'avais bien aimé. Mais c'est bien écrit. J'avais accroché avec la plume. C'est très bien écrit. Et ben voilà, on a fait un peu un tour d'horizon de notre début d'année. Il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé, mais on peut pas parler de tout le temps. Non, vous avez une sélection assez éclectique. C'est ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui reviennent quand même, hein, vous l'aurez compris. On a encore plein de choses à vous faire découvrir, donc n'hésitez pas si vous souhaitez nous suivre à vous abonner, comme ça vous ne raterez aucune de nos sorties qui ne sont pas très... comment dire, on ne respecte pas trop le rythme. C'est pas grave. Mais voilà, on fait comme on peut. Si vous savez pas quoi mettre comme commentaire, mais que vous voulez quand même nous montrer que vous êtes allé au bout de cette vidéo, longue vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit emoji calendrier. Ça nous fera toujours plaisir quand on voit des petits commentaires apparaître. Voilà. Et sinon, vous pouvez nous dire quelles sont vos lectures préférées de ce début d'année. Et dites-moi, dois-je continuer ou pas? Voilà, on va vous laisser ici et vous dire à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Et on vous souhaite des lectures pétillantes. Et des jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.